Voilà, on va retrouver Sabine dans quelques instants. Avec nous également pour cette conférence de presse, Fanny. Vous souffrez de migraine depuis une vingtaine d'années et vous nous expliquerez dans un instant votre quotidien. Docteur Véronique Blanchet, vous êtes médecin coordonnateur au réseau Lutter contre la douleur et vous nous expliquerez comment la relaxation via la méditation et le sommeil peuvent atténuer les crises. Docteur Cédric Gaulion, vous êtes neurologue au CHU de Toulouse et vous nous rappellerez ce qu'est la migraine et quelles sont ses différentes formes. Enfin, le docteur Christian Lucas, neurologue, chef de service au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Lille et président de la Société française d'études des migraines et céphalées. Vous interviendrez d'ailleurs durant ce 3e sommet de la migraine pour faire un point sur la recherche et les nouveaux traitements. Voilà pour les présentations. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Sabine. Visiblement pas encore. Ce que je vous propose, c'est peut-être commencer avec Fanny. Fanny, vos premières migraines sont apparues juste avant l'adolescence et elles se poursuivent. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence et comment se manifestent ces crises? Oui, déjà bonjour à tous. Tout à fait, donc mes crises sont apparues, quand, voilà, à la préadolescence. Au départ, elles étaient assez espacées puisqu'elles arrivaient à peu près une fois par mois, puis elles se sont aggravées, au fil du temps et particulièrement au début de ma vie professionnelle, il y a 8 ans. Aujourd'hui, ces crises, elles sont très récurrentes, c'est ce qu'on appelle, pour moi la migraine chronique, puisque, j'ai peu de jours, sans crise. C'est entre, 3 à 5 fois par semaine, avec peu de répit dans les symptômes. Donc pour moi, les symptômes, ça va être, un mal de tête, très fort, sur un côté de la tête ou à l'intégralité de la tête, accompagné de nausées, d'une intolérance au bruit, aux odeurs et généralement, une fatigue, généralisée. Combien de temps a-t-il fallu avant d'obtenir un traitement qui correspondait à votre pathologie? Alors quand ça a commencé et que j'étais adolescente, mes parents m'ont évidemment emmenée chez mon médecin traitant, qui m'a prescrit un traitement de crise, mais qui au fil du temps et au fil de l'aggravation de mes migraines est devenu insuffisant. Donc c'est que, lorsque moi j'ai pu prendre en main, ma santé, et à l'aggravation de mes symptômes, il y a voilà environ 10 ans, que j'ai décidé de consulter un neurologue, donc un spécialiste. Et donc, si on compte depuis la préadolescence jusqu'à vraiment la prise en charge par un neurologue, on a 12 ans, d'errance thérapeutique, sachant que, voilà, j'ai vu, mon médecin traitant de l'époque, mais j'en ai vu d'autres entre-temps et que, malheureusement, ils étaient tous impuissants face à mes symptômes. 11 ans d'errance thérapeutique, c'est énorme. Quelles sont les conséquences sur votre vie professionnelle? Alors, la vie professionnelle, elle commence le matin quand on se lève, quand on se rend au travail. Donc, il y a pour certains patients, c'est très difficile, de prendre la route. Il y a d'ailleurs certains traitements qui ne recommandent pas de conduire, sous l'emprise de ces médicaments. Et puis, pour d'autres, on va prendre les transports en commun, qui sont, pleins d'odeurs, de gens, de bruit, de lumière, ce qui est, un facteur aggravant, pour la migraine pour ma part. Ensuite, on arrive au travail, donc là, il va falloir se concentrer sur nos tâches, ce qui peut être difficile avec, nos symptômes, donc par exemple la nausée. Pour ma part, je travaille également sur ordinateur, donc j'ai l'impression que la lumière, de mon écran, est aussi un facteur aggravant. Et puis enfin, au travail, il y a de la sociabilisation qui est indispensable, avec, nos collègues, ce qui peut être assez difficile, lorsque, on subit une migraine. Difficile parce qu'on n'a pas forcément envie de parler, et aussi parce que, cette maladie, elle souffre quand même de préjugés aujourd'hui et que, c'est compliqué de dire à ses collègues, «J'ai une migraine, je peux pas, assister à tel événement ou participer à telle réunion, parce qu'on peut être vu, de manière assez négative et stigmatisé. Donc pour ma part, les seules personnes à en être informées sont mes collaborateurs directs et mon manager, qui peut offrir de la souplesse, sur le télétravail. Et au niveau de votre vie sociale, de votre vie personnelle, quelles conséquences? Alors, de manière générale, je trouve que c'est compliqué de maintenir une vie sociale, riche,
tout simplement parce que on peut voilà, aller dans des événements sociaux où il y a encore du bruit, la lumière, des gens, toujours les mêmes choses. Et parfois, on en vient à se trouver dans des situations d'évitement. Donc, pour ma part, j'évite les événements sociaux qui ne sont pas indispensables. Ce qui provoque, un petit un refermement sur soi-même, un isolement, de sa famille, de ses amis. Donc le plus important, pour la vie, sociale, c'est quand même d'être entouré de personnes qui sont compréhensives, qui connaissent la maladie, qui se renseignent, et surtout, les former, nous, aussi en tant que malades à cette maladie, peu connue et sensibiliser aux douleurs qu'on subit. Docteur Cédric Gaulion, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots ce qu'est une migraine et ce qui la différencie des autres maux de tête? Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, effectivement, la migraine, d'abord, c'est une maladie du cerveau. C'est une maladie du cerveau. Le cerveau déclenche des crises de douleur. Ça, c'est l'aspect le plus caractéristique de la migraine, avec une douleur qui est particulière, puisqu'elle concerne en général une seule partie du crâne. La douleur est à type de pulsation, elle augmente au moindre effort, donc on est intolérant à l'effort pendant cette douleur-là, et la douleur peut être vraiment extrêmement sévère. Et la migraine est accompagnée de tout un tas d'autres symptômes. C'est pas qu'une douleur, il y a aussi, Fanny l'a dit, une gêne au bruit, une gêne à la lumière, des nausées, envie de vomir, des troubles de la concentration, une raideur cervicale, bref, tout un tas d'autres symptômes qui témoignent d'un dysfonctionnement du cerveau plus général. Vous voyez que c'est très différent du simple mal de tête que tout le monde a déjà eu, c'est-à-dire la barre sur le front quand on a passé une journée fatigante et qui va passer toute seule si on fait autre chose. On parle de migraine épisodique et de migraine chronique. Quels sont les critères qui sont retenus pour tel ou tel? Alors, c'est vrai qu'on peut classer la migraine de manière temporelle en épisodique ou chronique. Alors, on parle de migraine épisodique lorsque le patient a des crises de migraine séparées qui vont durer, une crise de migraine, ça dure entre 4 heures et 72 heures. Voilà. Donc, le patient a des crises de migraine séparées, ce qui peut être déjà extrêmement invalidant. Quand on a mal à la tête 2 jours toutes les semaines, ça fait déjà beaucoup. La migraine chronique, on bascule sur la chronicité lorsque les patients ont mal à la tête plus d'un jour sur deux, au moins 15 jours par mois et que ça fait plus de 3 mois que c'est comme ça. Alors, le mal de tête n'est pas forcément typique de la migraine tous les jours, mais il y a au moins 8 pics migraineux, si vous voulez, dans le mois, voire plus. Mais un mal de tête qui est là plus d'un jour sur deux. Alors, il y a plusieurs types de migraines. On a pu en évoquer certaines lors des précédents sommets francophones. Vous nous rappelez ce que c'est que la migraine avec aura? Oui, alors effectivement, je viens de dire qu'on peut classer la migraine de manière temporelle, épisodique ou chronique. On peut aussi la classer en fonction des symptômes, avec ou sans aura. Alors, qu'est-ce que c'est une aura? Une aura, c'est un symptôme neurologique qui est transitoire et qui apparaît soit juste avant le mal de tête, soit à peu près au début du mal de tête. Après, l'aura peut, comme toujours en médecine, elle peut arriver quand elle veut, mais le plus souvent, c'est au début ou juste avant. C'est un symptôme le plus classique qui est plus classiquement visuel. C'est une sorte de tache lumineuse ou un zigzag brillant qui grossit petit à petit, qui vibre et qui vient éblouir et obscurcir toute ou une partie de la vision. Ça va durer quelques minutes, en général moins d'une heure, et passer et laisser place à une céphalée. Donc ça, l'aura visuelle, c'est le plus classique, mais si l'aura se met sur des zones de la sensibilité, le patient aura des fourmillements autour de la bouche, sur le visage, sur le bras, et s'étendre sur le corps, voire les deux parties être bilatérales à droite et à gauche. Ça peut aussi donner des troubles du langage, alors pas une perte complète du langage, mais des difficultés d'expression et des difficultés pour trouver ses mots. L'aura migraineuse, ça concerne à peu près un patient sur trois. Alors, durant ce troisième semaine, nous allons faire un focus sur la migraine vestibulaire. De quoi s'agit-il et quels sont les symptômes, docteur? Alors, ce qu'on appelle les symptômes vestibulaires, ce sont des symptômes qui témoignent d'un dysfonctionnement du système de l'équilibre. Pour assurer notre équilibre, on a des petits capteurs dans l'oreille interne, on le sait, l'oreille interne permet de contrôler l'équilibre. Donc, il y a des capteurs qui se trouvent dans une structure qu'on appelle le vestibule, d'où le nom de vestibulaire. Et donc, les symptômes que les patients vont avoir seront des symptômes
à type de déséquilibre, tangage, être comme sur un bateau ou vertige. Et en médecine, ce qu'on appelle un vertige, c'est une illusion de mouvement. Et cette illusion, elle peut être interne, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le corps, c'est une illusion de déplacement du corps dans l'espace, ou elle peut être externe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'environnement qui se déplace autour de nous, et c'est en général un déplacement en rotation. On a l'impression que ça tourne. Donc ça peut donner des difficultés pour apprécier la position du corps, les mouvements, notamment lorsqu'on se retrouve dans des environnements où il y a beaucoup de monde qui se déplace, beaucoup de mouvements. On peut avoir de grosses difficultés à percevoir les mouvements et donner donc des vertiges, sensations de tangage, déséquilibre. Ce sont des symptômes qui sont fréquents chez les migraineux. Oui, au moins 10% des migraineux ont une migraine vestibulaire. Alors on dit qu'on donne cette étiquette de migraine vestibulaire finalement lorsque ces symptômes sont un petit peu au premier plan, qui sont les plus gênants et qu'ils sont accompagnés avec d'éléments migraineux, le mal de tête, la photophobie, la phonophobie ou une aura. Et dans la population générale, alors selon les études, il y a entre 1 et 3% de la population générale qui en souffre, et c'est une des premières causes de vertige en réalité. Et qu'est-ce que vous proposez comme traitement à vos patients qui souffrent de ces symptômes de migraine vestibulaire? Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques? Alors, c'est une migraine vestibulaire, certes, mais ça reste une migraine, donc on la traite avec les traitements de la migraine. Traitement de crise, traitement de fond, on en parlera, je pense. Le traitement de crise, il y a les anti-inflammatoires, les triptans. S'il y a évidemment une sensation vertigineuse avec envie de vomir, eh bien, on donne des antivomitifs aussi, ou des traitements qui sont aussi utilisés en médecine ORL pour calmer les vertiges. Et puis, on donne des traitements de fond lorsque ça devient trop gênant, qui sont les traitements classiques de la migraine. Alors, vous savez qu'il y a des innovations dans le domaine de la migraine aussi, qu'on appelle les anti-CGRP. On n'a pas d'études spécifiques et suffisamment bien construites dans la migraine vestibulaire, mais les données aujourd'hui permettent de montrer déjà que ces traitements-là sont très efficaces dans la migraine vestibulaire. En revanche, il n'y a pas de molécule spécifique uniquement à la migraine vestibulaire qu'on ne donnerait pas, par exemple, à un autre migraineux. En fait, on traite ces patients comme des migraineux. Pourquoi ce sujet reste encore très peu abordé? Ben, vous savez, je crois que Fanny l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a des préjugés sur la migraine, on pense que c'est juste un mal de tête, on le confond avec le simple mal de tête que tout le monde peut ressentir, et on ne voit pas qu'il y a tout un tas d'autres symptômes extrêmement handicapants. Ça peut être les troubles de la concentration, la photophobie, etc., mais aussi les symptômes vestibulaires. Finalement, ils passent un petit peu, ils passent dans l'ombre, on ne les voit pas parce que tout de suite on dit migraine, on pense mal de tête et on banalise. Alors qu'en fait, il y a tout un tas d'autres symptômes. Merci, docteur, pour ces précisions et à tout à l'heure, puisque vous répondrez aux questions des journalistes qui sont connectés. Je crois qu'on a retrouvé Sabine. Est-ce que vous m'entendez, Sabine? Alors, pas encore, donc on essaiera de la retrouver un tout petit peu plus tard. Ce sont les aléas du direct. Peut-être Sabine, peut-être que Sabine n'a pas réactivé son micro. réactiver son Elle est là, micro. on la voit maintenant. Alors, Sabine, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis Ah, là. voilà. Sabine, on vous a retrouvé. On le disait, donc on vient de parler des migraines vestibulaires avec le docteur Cédric Gaulion. Durant ce troisième sommet, on va explorer aussi plusieurs pistes pour vivre mieux avec la migraine. D'abord en améliorant le parcours de soins. Puis-je commencer déjà par l'intro que... Allez-y, Sabine. Voilà. Alors, je voudrais faire un petit état des lieux de la migraine. Voilà. Déjà, bonjour à tous. Je n'ai pas pu vous dire bonjour. Alors, selon l'OMS, la migraine, c'est la seconde maladie invalidante au monde et la première pour les femmes. Ça signifie que pour un migraineux, pour les migraineux en général, des années de vie en moins en bonne santé. La migraine, selon les statistiques internationales, représente 15% de la population dans le monde et 10 millions de personnes environ en France. Donc environ une personne sur 7, un homme pour 3 femmes et un enfant pour 10.
L'an dernier, nous avons fait une enquête parcours de soins qui a révélé il y avait 683 répondants. Ils ont déclaré que leur vie a été impactée pendant plus de 21 jours sur les 3 mois précédents, impactée par une diminution de 50% de leur productivité ou une incapacité. Ça veut dire qu'ils ont été en grande difficulté pour assurer leurs tâches professionnelles, leurs tâches ménagères, la vie de famille, l'éducation des enfants aussi, leur vie sociale et même profiter des loisirs, ce qui n'est pas rien, ça représente un énorme impact. Alors, au cours de leur vie de migraineux, qui peut durer une vie entière, les patients, en moyenne, mettent 7 ans et demi à obtenir le premier diagnostic. Ça peut aller jusqu'à 15 ans et un récent témoignage a témoigné de 31 ans d'errance diagnostique avant de voir un neurologue qui pose le diagnostic. Les patients migraineux le qualifient souvent de parcours du combattant, quête du Graal, d'abandon, de solitude. C'est ce qu'ils ressentent généralement. Slide suivante. Au cours de leur vie de patient, les patients testent 5 traitements de fond et 5 traitements de crise. Ça peut aller jusqu'à 10. Je pense que le docteur Lucas vous dira qu'il n'y a pas tellement de munitions contre la migraine et on en manque. Ces traitements pour les 12 derniers mois, les patients déclarent en moyenne 7 effets indésirables et non des moindres. C'est des troubles de la concentration, de la mémoire, des troubles du sommeil qui peuvent vraiment impacter la vie professionnelle, la conduite. Le traitement a un impact, s'ajoute à l'impact de la migraine. Il y a aussi les troubles digestifs et les prises de poids qui peuvent être très importantes et retentir sur la santé, hein, avec des problèmes cardiaques, des problèmes de rhumatisme, etc. Et, de nombreux patients restent sans alternative thérapeutique parce que la migraine, elle est très complexe et il ne peut pas y avoir de solution unique. Alors, on passe, excusez-moi, on saute d'une intervention à l'autre. Les chiffres sont impressionnants, Sabine, effectivement, à 7 ans et demi en moyenne pour avoir un diagnostic jusqu'à 31 ans, ce sont des chiffres très parlants. Comment les migraineux vivent-ils cette errance de diagnostic? Alors, la plupart un migraineux donc 25% des migraineux considèrent que la plupart des médecins rencontrés sont bien informés sur la migraine. Un migraineux sur 4 considère que la plupart des médecins rencontrés lui ont clairement expliqué la pathologie, ce qui est quand même très important de comprendre ce qu'on a, d'avoir une étiquette sur sa pathologie. Et seul un migraineux sur 5 déclare avoir reçu des conseils utiles pour la gestion de sa pathologie. La migraine, c'est une pathologie qui nécessite une gestion. La solution n'est pas que dans le traitement. Je pense que le docteur Lucas vous l'expliquera. C'est un constat aussi que font les médecins. Les spécialistes estiment que 30 à 45% des patients ne sont pas diagnostiqués. Et ces patients, par manque d'écoute des médecins, qui sont pas suffisamment importants, parce que la migraine, c'est une maladie banalisée, sous-estimée, mésestimée et même stigmatisée, ils renoncent, un certain nombre renoncent à consulter et sortent du circuit médical et souffrent en silence avec tout ce que ça représente comme conséquence sur leur vie privée. Comment est-ce que vous expliquez de telles statistiques, Sabine, pour une maladie qui est aussi répandue? Alors,
En France, il y a moins de 3000 neurologues, c'est-à-dire 3 neurologues pour 100 000 habitants. Ils ne peuvent pas prendre en charge tous les migraineux. Il faut vraiment mettre en place un parcours de soins. Les futurs neurologues, durant leur cursus, ne reçoivent que quelques heures d'informations sur la migraine et les médecins généralistes encore moins. Donc, les neurologues, en plus, je pense que dans la génération du docteur Lucas, la migraine, c'était quand même pas un sujet flatteur qui mettait en avant leurs compétences. Donc, je pense pas qu'ils étaient très tentés de se former sur la migraine. Pourtant, l'information des professionnels de santé est vraiment capitale pour une prise en charge adaptée des patients. Une bonne information dès le départ les aide à devenir vraiment acteurs de leur maladie. Comme je vous l'ai expliqué, il faut qu'ils qu'ils gèrent leur maladie au quotidien. Et le retard diagnostique peut avoir des conséquences majeures, perte d'emploi, mais aussi des insertions sociales. Je voudrais revenir aussi sur un point, c'est que la migraine, elle est intolérable pour le malade, mais aussi pour son entourage, pour l'entreprise, et elle a un impact majeur sur la société. Il faudrait vraiment le prendre en compte, cet impact, et l'évaluer pour considérer et pour vraiment, comme le docteur Lucas l'évoquera, proposer un parcours de soins, mais aussi des traitements innovants qui permettraient de diminuer l'impact de la maladie sur le migraineux, mais aussi sur la société. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est la prise de conscience des autorités de santé. Ça commence à venir, pas tellement pour les traitements. La formation et l'information des professionnels de santé, parce qu'on l'a bien compris, par méconnaissance, les patients sont mal pris en compte. Et puis aussi, informer les patients pour faciliter le partenariat patient-soignant, parce qu'il n'y a pas que le médicament. Et je pense que c'est un vrai partenariat. Il faut que le patient fasse aussi un bout de chemin, mais il faut l'accompagner dans ce bout de chemin. Et c'est vrai que les professionnels de santé n'ont pas forcément le temps. Nous, on essaye de faire notre maximum à notre mesure. Ça ne suffit pas. On a vraiment besoin d'aide des autorités de santé et vraiment de la mise en place d'un parcours de soins efficace et de traitement. Mais là, je vais laisser le docteur Lucas évoquer le sujet. Je pense qu'on peut donner la parole à l'intervenant. On va effectivement interroger le docteur Lucas dans un instant là-dessus. D'abord, un mot sur comment agir et comment mieux vivre avec la migraine. Nous verrons notamment durant ce 3e sommet comment les patients peuvent reprendre un peu le pouvoir sur la douleur grâce à la relaxation et la méditation. Vous, Fanny, quels sont vos trucs et astuces à vous pour éviter les crises ou en diminuer l'impact quand elles surviennent? Alors, après des années de migraine, j'ai pu constater que l'important pour moi, pour éviter la survenance de migraine, en tout cas l'aggravation des symptômes, c'est d'avoir une régularité dans mon rythme de vie. Ça implique de me lever, me coucher, prendre mes repas à heure fixe. Ça m'aide beaucoup à gérer les crises. Donc évidemment, lorsqu'on est en vacances, en week-end et qu'on a un rythme qui change, là on peut, en tout cas moi je peux ressentir des crises plus fortes. Quant à la relaxation et à la méditation, alors sur la relaxation, moi, je vais plutôt parler du sommeil. Je sais que j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'heures de sommeil par nuit, donc environ 9 heures. Si je vais en deçà de ces 9 heures, je vais probablement déclencher une crise de migraine dans la matinée, malgré une sieste que je dois faire et également l'après-midi pour soulager tout ça.
sachant que concernant le sommeil, j'ai des troubles du sommeil lent profond, donc ce qu'on appelle plutôt plus communément, je suis somnambule. Et je me suis bien évidemment posé la question du lien entre mes migraines et mes troubles du sommeil. Est-ce que l'un entraîne l'autre? Et pour essayer de faire cohabiter tout ça, j'ai tenté l'auto-hypnose avec une application qui est connue, mais ça n'a pas démontré d'effet positif sur moi. Docteur Véronique Blanchet, vous êtes médecin coordonnateur, on le rappelle, au réseau Lutter contre la douleur. Est-ce qu'un mauvais sommeil a un impact sur le déclenchement des migraines? Oui, bah, comme Fanny le dit, vous voyez, les patients migraineux vous disent, hein, ça, quand on a des migraines et qu'on dort mal, comme pour toute douleur chronique, hein, on est beaucoup plus sensible à la douleur quand on n'a pas beaucoup dormi, et notamment aux facteurs déclenchants. Parce que on est hyper sensible, je dirais. Voilà. Que peut-on attendre de la relaxation quand on est migraineux? Alors, je vais dire les relaxations, hein, parce qu'il y a différentes techniques. Ce qu'on peut attendre de ces techniques de relaxation, c'est un traitement complémentaire. Complémentaire, ça ne veut pas dire que ça remplace les médicaments, loin de là, mais ça permet d'agir comme un traitement de fond. Ça, c'est les résultats qu'on voit chez nos patients, hein. On a fait des études, maintenant, on a bien démontré l'intérêt. Ça agit comme un traitement de fond, c'est-à-dire d'avoir moins de crises, moins intenses. Et puis, ces techniques de relaxation, ça permet de gérer le stress, notamment, qui peut être un facteur déclenchant, enfin, qui est un facteur déclenchant assez fréquent chez les patients. Mais vous me le disiez en préparant cette conférence de presse, en fait, pour que ce soit efficace, il faut faire des exercices pratiquement tous les jours, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a montré, hein, dans les études, c'est que pour qu'il y ait une efficacité, à la fois sur le déclenchement des crises et sur la fréquence, il faut faire des exercices tous les jours pendant au moins 3 à 6 mois pour entraîner le système nerveux, en fait, à être moins sensible, je dirais, aux facteurs déclenchants et à avoir un effet antalgique. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors c'est la limite, je dirais, de ces techniques, c'est qu'il faut avoir l'opiniâtreté de faire des séances tous les jours. Alors pas forcément des séances longues, hein, 5-10 minutes suffisent, mais en tout cas tous les jours il faut s'entraîner. C'est un peu comme une gymnastique du mental. Quels sont les exercices les plus accessibles pour les patients et où les trouver? Alors, l'important, c'est que le patient trouve les exercices avec lesquels il est à l'aise pour pouvoir refaire justement ces exercices tous les jours. Parce qu'il y a plein de techniques de relaxation, hein. En fait, le point commun de tout ça, c'est qu'on fait un travail du mental au niveau de relaxation. C'est-à-dire que le niveau de relaxation, c'est ce qu'on appelle le niveau alpha, hein. C'est un niveau de conscience physiologique par lequel on passe tous les jours. C'est juste avant de s'endormir ou quelquefois ou juste avant de se réveiller. Vous voyez, c'est ce niveau de conscience qu'on est un peu entre les deux. Et c'est à ce niveau-là, de conscience-là, qu'on fait ces exercices. Alors, il y a plein de techniques, il y a le Vitos, le Schulz, etc. Enfin, ça, c'est pas la technique qui est importante, ce sont les exercices à trouver pour chaque patient. Donc, c'est un peu comme un yoga du mental, si vous voulez, hein. Donc, on peut aussi faire de la méditation, à proprement parler, hein. La méditation, c'est de se concentrer sur un seul objet, hein, soit un son, une partie du corps, un mot, enfin, le souffle, voilà. Donc, le point commun de toutes ces techniques, c'est qu'elles utilisent beaucoup la respiration, hein. On crée une espèce de réflexe de détente entre la respiration et l'exercice. Alors, Fanny nous disait il y a un instant avoir essayé sans grand succès l'auto-hypnose. Ça veut dire qu'on n'est pas tous réceptifs, on n'est pas tous égaux face à ces techniques? Non, je pense qu'on a tous des techniques privilégiées, hein. Je pense que il y a des exercices pour lesquels c'est plus facile pour certains et d'autres pour d'autres. Voilà, parce que l'important, c'est pour ça que dans le réseau, on propose aussi aux gens d'avoir un accompagnement avec un professionnel qui est formé à ces techniques pour leur apprendre en 6 séances à trouver finalement les exercices qui sont bien. Il y a plein d'applications sur Internet, hein, de techniques de relaxation. Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire un peu du sur-mesure pour les patients.
Alors, la migraine fait l'objet de nombreux travaux de recherche qui régulièrement donnent de nouveaux espoirs. On va en parler avec vous, docteur Christian Lucas. Première question très simple, quelles sont les dernières découvertes pour mieux connaître et mieux comprendre les mécanismes de la migraine? Oui, bonjour à tous. Alors, donc, avant juste d'aborder les traitements, une petite synthèse de ce qui vient d'être dit. La migraine est une maladie neurologique à déterminisme génétique. On en est à 180 gènes de prédisposition sur le génome humain. Un individu n'a pas les 180 gènes, mais ces gènes codent pour plein de fonctions. Pour les vaisseaux, ça je ne vais pas en parler. Pour le fait que les migraineux, et moi-même je suis migraineux, nous fabriquons moins de sérotonine, qui est un messager chimique qui règle le calibre des artères, le sommeil et l'anxiété. Donc, ce n'est pas la poule ou l'œuf, vous voyez qu'il y a un lien. Et les migraineux, nous fabriquons trop de glutamate, qui est un neurotransmetteur, un messager chimique excitateur. Le cortex, le cerveau des migraineux est hyper excitable. Nous allons être sensibles aux variations, ce qui va expliquer les facteurs déclenchants. Plus de stress ou la levée de stress le week-end. Trop de sommeil ou une dette de sommeil, un repas gras ou une hypoglycémie. Et vous aurez compris en préambule que la prise en charge de la migraine, il y a beaucoup de choses à faire, des facteurs déclenchants évitables, des traitements non médicamenteux. Le docteur Blanchet vient d'en parler. Alors, pas pour tous les migraineux. Hein. Un petit migraineux qui a une crise tous les 3 mois, ce n'est pas la peine. Mais les migraineux sévères qui ont un impact outre les médicaments, il y aura cette prise en charge. Donc, je tenais à faire ce petit préambule. Alors, donc, par ailleurs, dans ces gènes qui prédisposent à la migraine, eh bien, nous, les migraineux, nous fabriquons trop d'une petite protéine qui s'appelle le CGRP. Cette protéine, elle est fabriquée par tous les mammifères, et donc les humains. Et cette protéine, fabriquée en excès chez les migraineux, a 2 propriétés. Elle dilate les artères, mais surtout, elle fait mal. Elle est algogène. Et lors d'une crise de migraine, il y a une inflammation des artères des méninges, une petite dilatation, mais c'est l'inflammation stérile, c'est pas une infection, qui va créer la douleur. Donc, si on bloque ce CGRP, eh bien, on effondre les symptômes de la crise migraineuse ou de la maladie migraineuse, puisque vous allez voir qu'on a des médicaments qui peuvent être utilisés en crise ou en traitement de fond et qui vont bloquer cette petite protéine. Alors, diapositive, s'il vous plaît. Alors, donc, les cibles thérapeutiques, normalement, il y a une petite animation, mais ce n'est pas grave. Sur la partie gauche, c'est ce qui est très actuel. Et donc, nous avons depuis quelques années déjà une véritable révolution thérapeutique dans le traitement de fond qui s'appelle des anticorps ciblant la voie du CGRP. Soit ils bloquent la protéine, soit ils bloquent la serrure, c'est-à-dire le récepteur. Ces traitements sont très, très efficaces, réduisent de la moitié aux 3/4 le nombre de crises. Et par ailleurs, les crises résiduelles sont moins intenses, plus facilement accessibles au traitement de crise. Et dans nos centres spécialisés, comme le docteur Gaulion, moi-même, nous avons à peu près la moitié de patients en migraine chronique. Et vous imaginez, si vous partez de 20 jours de céphalée migraineuse par mois et vous passez à 4, moins intense, votre vie est transformée. Ces traitements sont une révolution, disponibles et remboursés dans 23 pays européens, sauf la France. Arrivent très prochainement des médicaments, mais sous forme de comprimés, qui s'appellent des antagonistes du récepteur du CGRP, donc qui viennent bloquer la serrure, mais sous forme de comprimés. Cette classe s'appelle les GEPAN. Et on va voir ensuite que ces GEPAN vont être très prochainement disponibles. Diapositive suivante. Alors ça résume de nouveau les modes d'action, mais je ne vais pas redétailler, c'est un petit peu complexe. Diapositive suivante. Les GEPAN donc, ont déjà une autorisation de mise sur le marché et 2 d'entre eux vont sortir avant la fin d'année. Donc, je rappelle, ils bloquent la voie du CGRP sous forme de comprimés. Et la particularité de ces GEPAN, c'est que certains vont sortir en traitement de crise, d'autres en traitement de fond, et certains, le double effet qui se coule, si j'ose dire, vont être sortir en traitement de crise et en traitement de fond, ce qui est tout à fait novateur qu'un même médicament puisse sortir dans les 2 indications. Alors, en traitement de crise, le positionnement va être très particulier. Ça va être les patients non répondeurs au triptan ou qui ont des contre-indications au triptan. Les patients qui ont essayé au moins 2 triptans oraux, et par exemple le sumatriptan injectable, qui ne répondent pas ou qui ont des effets secondaires, donc seraient éligibles à ce type de traitement. Ou alors les patients à risque vasculaire qui ont fait des pépins cardiaques ou cérébrovasculaires ou un migraineux âgé, puisque l'âge souvent est un facteur d'amélioration de la migraine, mais pas chez tous les migraineux.
La problématique en traitement de crise, c'est que ça ne sera pas remboursé en France non plus. Donc, on est à la médecine à 3 vitesses. Il faut déjà avoir un médecin généraliste. 10% de patients n'ont pas de médecin généraliste. Si on est migraineux sévère, il faut arriver à un neurologue qui connaisse la migraine. Et si on est éligible à ces nouveaux traitements, anticorps monoclonaux ou GEPAN, il faut avoir l'argent pour se le payer. Mais c'est une révolution thérapeutique qui est déjà lancée aux États-Unis avec d'énormes succès. Diapositive suivante. Seulement, le CGRP, c'est cette protéine vraiment essentielle qui donne cette inflammation périvasculaire et cette vasodilatation, mais ce n'est pas la seule, parce qu'il y a des patients non répondeurs aux anti-CGRP. À côté de ça, il y a une petite protéine qui s'appelle le PACAP. Alors, le PACAP, il y en a, comme le CGRP, il y en a partout dans le corps humain, mais il y en a beaucoup plus dans le cerveau et dans les centres qui régulent tout ce qui est impliqué dans la migraine, donc les centres dans le tronc cérébral en particulier, d'accord, et des anticorps monoclonaux anti-PACAP, donc des biothérapies ciblées, à l'instar de ce qui a été fait pour les anticorps monoclonaux anti-CGRP, c'est comme un missile téléguidé, on vient bloquer soit le CGRP, et là, on viendra bloquer le PACAP. Donc là, c'est en développement, mais pas encore disponible. Diapositive suivante. Alors, d'autres voies d'avenir. Il y a un couple, pas infernal, mais il y a des interrelations entre les neurones et les vaisseaux. Donc, c'est le couple neuronovasculaire. Par exemple, j'active ma main. Donc, mes neurones du centre moteur savent ont besoin de plus d'oxygène. Donc, il y a un couplage entre les deux. Donc, il y a un fonctionnement très fin entre les neurones et les artères et les vaisseaux tout autour. Les cellules musculaires lisses, c'est ce qui permet aux artères de se dilater ou pas. Une cellule, c'est comme une petite pile électrique avec des canaux, potassiques, sodiques, etc. On sait que les canaux potassiques sont également impliqués dans les mécanismes de la migraine, puisque quand on active, avec une molécule qui s'appelle lèvre-chromacaline, si on injecte cette molécule, chez 100% des migraineux, dans l'heure qui suit, on induit une crise migraineuse-like. On peut expérimentalement créer des crises de migraine avec des médicaments. Et ça nous donne des pistes de recherche. Donc, vous aurez compris que les canaux potassiques sont, au niveau des cellules musculaires lisses des artères cérébrales, une voie de recherche. Alors, diapositive suivante. Voilà. Alors, il y a en particulier, on a trouvé dans certaines familles des mutations génétiques, ça s'appelle les mutations TRESC, où il y a des familles avec migraine avec aura visuelle, et on a une mutation de ces canaux potassiques. Donc, est-ce que ça peut être applicable aux migraineux sans aura qui sont les plus fréquents? Le docteur Gaulion l'a dit, la migraine avec aura, c'est 20, 25, 30% maximum. Est-ce que ça, c'est vrai aussi dans la migraine sans aura? Eh bien, l'avenir nous le dira, mais là, on est quand même beaucoup plus loin par rapport à des traitements disponibles. Donc, vous avez compris que ce qui est immédiatement disponible, c'est ce qui bloque la voie du CGRP. Déjà depuis plusieurs années, les anticorps monoclonaux anti-CGRP, sauf la problématique, c'est l'argent. Les GEPAN, très bientôt, mais ce qui va bloquer, c'est l'argent. Et puis, les anticorps anti-PACAP, c'est un peu plus tard. Et les canaux potassiques, beaucoup plus lointains. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi cette exception française mais qui nous tire vers le bas? Eh bien, je la résume en 2 diapos. Diapo suivante. L'accès au marché des médicaments, c'est long. C'est 9 à 12 ans entre les phases, entre la découverte de molécules, le screening de molécules, et les phases 3 chez un grand nombre de patients malades. Donc, c'est très long. Et ensuite, une fois qu'une molécule sur 10 000 émerge, eh bien sûr, il y a une publication, il y a une soumission aux autorités européennes, l'Agence européenne du médicament, diapositive. Et donc, si c'est accepté au niveau de l'Agence européenne du médicament, il y a ensuite une reconnaissance mutuelle entre agences, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a l'ANSM, donc l'Agence nationale santé et médicaments, qui évalue le rapport bénéfice-risque. Ça, c'est normal, c'est de la science. Il y a la HAS qui donne 2 avis. Pour le service médical rendu, SMR, ça c'est la science, et donc les nouveaux traitements dont j'ai parlé ont un service médical rendu important. Donc la Haute Autorité de Santé reconnaît que ces médicaments sont d'un apport important. Et il y a, particularité française, l'ASMR, augmentation du service médical rendu. Et nous sommes un pays où il y a une doctrine, la doctrine de l'HS, qui est parfois doctrinaire, donc c'est ça qui nous hérisse le poil, c'est que pour prétendre un remboursement, il faut
obligatoirement dans cette doctrine qu'il y ait eu des essais versus comparateurs actifs. Donc versus les traitements classiques qu'on utilise tous depuis 50 ans, traitements développés pour d'autres choses, où c'était aperçu qu'il y avait des effets positifs pour la migraine, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours efficaces et ils peuvent être pourvoyeurs de beaucoup d'effets secondaires. Dans les traitements que j'ai évoqués, les nouveaux traitements, tous ont été testés chez des patients en multi-échec de 2 à 4 traitements de fond classiques à haut niveau de preuve. Donc, ce n'est pas éthique de leur dire, Madame, Monsieur, vous avez été en échec ou vous avez eu pour inefficacité ou mauvaise tolérance avec tel ou tel vieux traitement. On vous propose de participer à une étude en double aveugle. Vous avez une chance sur 2 d'avoir le nouveau traitement, une chance sur 2, un des traitements que vous avez déjà reçu, qui n'a pas marché ou qui a entraîné des effets secondaires. Êtes-vous d'accord pour participer? Ce n'est pas éthique. Eh bien, on nous demande ça. Donc, vous avez compris que cette étape-là, l'ASMR a été bloquante pour ces nouveaux traitements et ça le reste. Donc, on est à la traîne. Et à titre personnel, je me pose la question, faut-il, nous, médecins, experts, migranologues français, continuer à proposer des essais thérapeutiques à nos patients, puisque c'est des faux espoirs, parce que ces traitements vont être disponibles pour les autres pays européens et remboursés. Et pour nous, ils seront disponibles, mais non remboursés ou disponibles remboursés quand ça sera génériqué 8-9 ans plus tard. Et vous avez vu qu'ensuite, il y a différentes autres étapes avec le comité économique du prix de santé, l'assurance maladie, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'étapes, mais actuellement, la grosse problématique, même s'il y a de très nombreuses recherches et on y participe, c'est, on parlait du réseau du circuit de soins, mais il faut parler de l'accès aux soins des médicaments en France, et c'est quand même un véritable scandale. Et à titre avec la Voix des migraineux et nous, la Société française de migraine-encéphalée, avec l'ensemble de la communauté neurologique, nous avons interpellé les différents ministres de la Santé, mais rien ne bouge. Donc, c'était un petit coup de gueule, mais je pense qu'il est tout à fait justifié. En tout cas, merci. Merci, docteur Lucas, pour ces messages très forts. C'est maintenant à vous de poser vos questions aux intervenants, de demander des précisions. Effectivement. Oui, Sabine? Est-ce que je peux conclure? Oui, je proposais que les journalistes posent quelques questions avant, mais si vous voulez dire un mot, Sabine, avant. Ben, je pensais faire ma conclusion avant de donner la parole. Je sais pas. Non, je pense que si ça vous embête pas, Sabine, on va peut-être prendre des questions d'abord des journalistes et puis vous aurez ensuite 2 ou 3 minutes pour conclure avec les messages forts que vous souhaitez faire passer. Euh, Peut-être une question, je vois qu'Anne-Laure Daguet, de France Info, avait une question. Anne-Laure, si vous êtes toujours parmi nous et que vous souhaitez la poser directement, n'hésitez pas. Alors, j'ai vu la question. Les GEPAN, alors les GEPAN en traitement de crise, ça va être un marché de niche pour les patients non répondeurs au triptan, qui ont des contre-indications au triptan ou une intolérance, ou les patients à risque, par exemple, patients à un migraineux âgé. En traitement de fond, ça pourra concerner éventuellement tous les patients. Alors, la Société française de migraine-encéphalée, on ne s'est pas positionné sur en quelle ligne on le mettra, puisque nos dernières recommandations datent de 2021 et à l'époque, on ne les avait pas. Donc, en traitement de fond, ils pourront être utilisés chez n'importe quel patient, si tant est qu'il ait de l'argent, puisque le prix des comprimés va être très conséquent. Et donc, en clair, la sélection va se faire sur l'argent. On sait à peu près combien coûteraient ces comprimés? Alors, non, j'ai un droit de réserve, donc je laisserai. Non, je ne peux pas pour l'instant. Mais Un ordre de grandeur, on ne peut pas. D'accord. C'est la première fois qu'il y aura des comprimés disponibles. oui, oui, qui bloque donc cette voie du CGRP, cette petite protéine dont j'ai parlé, qui est très importante dans la voie finale commune, parce que ce n'est qu'un des éléments de la chaîne. Hein, c'est une énorme chaîne qui aboutit à la crise de migraine. Et dans la voie finale commune, le CGRP qui donne une inflammation de la paroi, c'est ça qu'on bloque finalement. Hein. On ne fait pas encore de génie, de thérapie génique de la migraine. Hein, on n'en est pas encore là. Donc, dernière question, je ne veux pas monopoliser la parole, pardon. Le traitement existant aujourd'hui, qui est l'anticorps ciblant la CGRP, est disponible sous quelle forme et combien de patients finalement arrivent à se le procurer et à en bénéficier? Oui, alors en fait, des anticorps monoclonaux anti-CGRP, dans le monde, il y en a 3. Un par Novartis, mais Novartis a jeté l'éponge en France puisque ce n'était pas remboursé.
Donc, on en a 2 en France, donc sous forme sous-cutanée, donc l'Emgality du laboratoire Lilly et l'Ajovy du laboratoire Teva. Donc, le prix conseillé pour l'Emgality, c'est 245 € le stylo auto-injecteur par mois. Pour l'Ajovy, c'est 270 €, d'accord, tous les mois, hein, ok. Il y a une forme intraveineuse qui s'appelle le Vyepti. Alors là, nos autorités de santé, c'est l'hypocrisie la plus totale, puisque ce traitement donc est administrable uniquement à l'hôpital, en hôpital de jour, donc, mais avec un montage plus que tortueux, puisque le flacon coûte 540 € et l'hospitalisation ramène 400 €. C'est-à-dire que et il faut faire des perfusions tous les 3 mois, on perd 140 € uniquement pour payer le traitement, hein, ça ne paye pas le personnel. On perd 140 € par perfusion, donc on est obligé de faire un montage tortueux avec une consultation complexe à la première perfusion avec médecin, infirmière, pharmacien, en hôpital de jour, sachant que les hôpitaux sont blindés. Les infirmières, il n'y en a plus. On ferme dans mon centre ici en neurochirurgie, on a une unité entière fermée faute d'infirmières. Donc vous voyez, l'hypocrisie de notre système, c'est que là, on va vous dire, nos autorités vont dire, ah ben vous pouvez l'utiliser, là c'est pris en charge par la communauté, certes, donc, mais c'est à l'hôpital de le payer, donc en ne gagnant rien et sans payer le personnel. Voilà où on en est en France, donc clairement. Donc vous avez 2 sous-cutanés, c'est de votre poche, et les mêmes patients, donc qui ne peuvent pas se le payer, éventuellement peuvent le faire à l'hôpital, mais avec une liste d'attente. Moi, on a commencé à le faire. On est à plusieurs années d'attente pour certains patients, puisque on n'a pas les moyens de traiter tous ces patients au plan financier. Merci. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à demander la parole, lever la main sur l'icône réaction pour demander des Ce dont précisions. je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a un traitement disponible dans la migraine chronique. Il y a aussi la toxine botulique de type A, pour ne pas citer son nom commercial, c'est le Botox, que nous avons eu 10 ans après le reste du monde industrialisé, puisque c'est déjà utilisé depuis 12 ans à peu près partout dans le monde pour l'indication spécifique migraine chronique. Ça ne marche pas dans les migraines épisodiques et c'est un produit de la réserve hospitalière. Ça se fait par des médecins formés et seulement le problème, Sabine l'a illustré, on n'est pas très très nombreux à être investis. Et effectivement, sur les bancs de la fac, quand j'étais jeune et chevelu, la migraine, ça faisait 4 lignes moi dans mes cours, hein, donc on a fait des choses après. Alors pour augmenter la formation, depuis donc 12-13 ans, nous avons créé un diplôme interuniversitaire céphalée migraine, donc où il y a à peu près 80 médecins qui sont inscrits par an, donc sur 10 ans, ça en fait 800. Alors tous ne continuent pas à exercer, mais au moins on augmente ça. Et bien évidemment, on fait régulièrement des formations, des informations, des FMC. Mais là aussi, il y a toujours un gap. Des médecins généralistes doivent continuer à se former. En général, c'est toujours les mêmes qui viennent aux soirées de formation et certains pensent connaître, mais restent sur des acquis anciens de 15-20 ans. Donc, c'est une problématique, ça. Alors, puisque vous parlez, pardon, c'est à nouveau Anne Lordanier, France Info, d'un traitement disponible, à combien de patients s'adresse-t-il sur les 10 millions de migraineux Alors, comptabilisés? très bonne question. Alors, donc j'en ai fait mention tout à l'heure. Les anticorps monoclonaux anti-CGRP en Allemagne, 26 000 utilisateurs. En France, 2 000 parce qu'ils payent de leur poche. Donc, c'est pas parce que les Allemands ont 13 fois plus de risques d'être migraineux. Donc, voilà. Alors, on estime la cible des patients relevant des anticorps monoclonaux anti-CGRP entre 20 et 50 000. Donc, c'est comme la police. Pour les manifestations, donc entre 20 et 50 000. Moi, j'avais fait le calcul. Ça coûterait à la communauté, sur une base de remboursement à 65%, à peu près 20 à 50 millions d'euros, ce qui est peanuts pour une nation comme la France. 20 à 50 millions d'euros, c'est peut-être la roue d'un canon César. Je ne sais pas combien coûte un canon César, mais c'est rien du tout. D'accord. En revanche, en contrepartie, outre le fait d'améliorer la vie des patients, sociale, familiale, professionnelle, eh bien, la société s'y retrouverait, puisque la migraine coûte plusieurs milliards par an. Et ce qui explose les coûts, c'est les coûts indirects, absentéisme, moins de productivité, sans passer le passage aux urgences, sachant que les urgences sont saturées, les examens complémentaires inutiles, scanner, IRM, etc. Donc, on en a besoin pour autre chose. Donc, au plan, faut pas être grand clair pour savoir qu'on économiserait énormément d'argent en investissant un sou, ça ramènerait 100, mais au plan gouvernemental, vous avez tous un budget, moi aussi.
au plan gouvernemental, c'est un raisonnement par silo. Le prix du médicament n'est pas celui des arrêts de travail, c'est pas le même ministère, etc. Moi, je regarde pas. Donc, c'est un raisonnement par silo. Et là aussi, il y a de la doctrine qui est doctrinaire. Et ce raisonnement silo, ben, vous voyez ce que ça donne, c'est que au lieu de mettre un sou pour en économiser 100, on continue dans ce système qui est un peu une hérésie. Là, je m'insurge parce que j'aime mon pays, mais quand je vois que la 6e ou 7e puissance du monde n'est pas capable de prendre en charge efficacement, c'est une petite minorité de patients, hein. Parce que nos autorités avaient peut-être peur qu'il y ait des débordements. Les anticorps monoclonaux ne peuvent être prescrits que par des neurologues. Et des neurologues investis dans la migraine, on n'est pas beaucoup. Donc, simplement par ces conditions, ça limite les prescriptions. Donc, il n'y aura jamais le feu au lac, si j'ose dire, au plan des dépenses de santé, mais vous avez compris que, à par ricochet, outre le fait de transformer la vie des gens, ce qui est quand même notre but à nous médecins, en tant que moi, je paye beaucoup d'impôts, donc ça pourrait permettre peut-être d'en payer un peu moins. Donc, si j'ai bien compris, c'est important. La majorité des 10 millions de migraineux souffrent de migraines chroniques et bénéficient d'un traitement. Mais pour les autres, environ 50 000, pour l'instant, pas d'accès remboursé. Alors, migraine chronique, c'est une entité bien particulière qu'a détaillé le docteur Cédric Gaulion, hein. Donc, des gens qui ont plus de 15 jours de maux de tête par mois, dont 8 pics migraineux, ça, c'est 1 million, 1,5 million. Là-dedans, on a quand même pas mal de patients avec les vieux traitements où on peut les soulager. Mais effectivement, le focus, c'est à peu près 50 000 patients en multi-échec et pour lesquels on sait qu'il y a des solutions, mais il faut qu'ils aient l'argent. Ok. D'autres questions? La migraine diminue. Oui, la migraine, c'est une pathologie qui débute jeune, enfant, adolescent. Le pic, c'est entre 20 et 50 ans. Usuellement, ça commence à décliner après, mais attention, on a à peu près 10-15% de patients qui, même au-delà de 60 ans, restent migraineux. C'est un peu plus le cas de la migraine avec aura. Moi, mon recordman avait 92 ans. Il avait toujours des migraines avec aura active. Donc, c'est une courbe à peu près comme ça. Donc, effectivement, alors souvent dans dans les familles, etc., les patients ou les patients disent ma fille, ça disparaîtra quand tu seras ménopausée. C'est pas toujours le cas d'une part. Et puis moi qui ne suis pas ménopausée, ça s'est amélioré avec l'âge. Donc voilà, donc c'est l'âge qui est un facteur d'amélioration, sans doute par une pondération. Dans les 180 gènes, certains doivent s'exprimer à certains moments et être réprimés à certains autres. Dans une maladie avec autant de gènes qui interviennent, vous pouvez comprendre qu'il y a des modulations, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Alors peut-être un dernier message, Sabine, et puis on pourra éventuellement reprendre des questions après s'il y en a, puisqu'on arrive presque au terme de cette conférence de presse. Quels sont les messages forts que vous souhaitez faire passer à Sabine, aux journalistes qui se sont connectés ce matin? Alors, je voudrais dire que l'association, bien sûr, se bat aux côtés des neurologues et que je confirme tout ce que dit le docteur Lucas. Notamment, nous avons fait le même calcul. Ça coûterait environ 40 millions d'euros de rembourser les anti-CGRP pour les malades qui en ont besoin, ce qui est groupie de Sansonnet, si on veut dire vulgairement. Je voudrais aussi dire, et je pense que c'est important, il y a des dispositifs en France pour que les associations de patients puissent un peu s'exprimer auprès de la Haute Autorité de Santé, enfin la Commission de la Transparence. Ils sont légèrement mieux entendus auprès du ministère, enfin vraiment légèrement. Par contre, nos spécialistes, pour des raisons de conflit d'intérêts, de mauvaise foi, ne sont pas entendus ou pratiquement pas entendus lors d'évaluation des médicaments en vue de remboursement. Et c'est quand même absurde que ce soit l'avis de neurologues non spécialisés qui interviennent. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas. En Belgique, ce sont les neurologues spécialisés de la migraine qui se sont battus, qui ont pu se battre politiquement pour le remboursement. Alors, le SFMEC se bat, mais malheureusement, ils ne sont pas suffisamment entendus. Et ça, franchement, c'est absurde, quoi. Ce sont quand même les médecins qui connaissent le mieux la migraine,
médicalement qui peuvent expliquer l'efficacité d'un traitement. Et nous, association, on fait ce qu'on peut, on s'appuie sur des essais cliniques, des publications scientifiques, mais on ne peut pas avoir la prétention d'être médecin. Ça, c'est un petit aparté en conclusion de l'intervention du docteur Lucas. Le message qu'on voudrait faire passer vraiment, c'est que la migraine doit vraiment être reconnue comme une maladie neurologique. Ce n'est pas le cas. C'est toujours considéré comme une petite maladie. Elle est un enjeu de santé publique parce qu'elle coûte à la société et qu'en les gérant, en mettant en place un parcours adapté, on pourrait diminuer l'impact sur la société. Elle a, comment dire, ce que je voulais dire, hein, les migraineux, en conclusion, il y a encore, les migraineux, ce sont des personnes comme les autres, qui veulent vivre à peu près comme les autres, parce qu'on est bien conscient que la migraine, on ne la guérit pas, et qui veulent avoir un rôle dans la société et profiter de la vie. Or, actuellement, les migraineux chroniques, certains perdent leur emploi, perdent leur conjoint, ne peuvent pas assurer leur devoir de parents, profiter de voir leurs enfants grandir dans de bonnes conditions. Et ça, c'est absolument intolérable dans un pays civilisé comme la France, qui prétend avoir le meilleur système de santé. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer ce message fort. La migraine est une maladie neurologique qui mérite d'être prise en compte, qui mérite des dispositifs adaptés dans le système de santé, mais aussi des aménagements dans l'emploi pour favoriser le maintien dans l'emploi. Et je vais terminer en vous donnant rendez-vous au sommet francophone de la migraine, qui aura lieu le 9 septembre à 16 h. Vous aurez l'occasion unique d'avoir le privilège d'accéder à des contenus de qualité, parce que ça, c'est la volonté de l'association, des contenus en français, ce qui est assez rare, avec de grands spécialistes internationaux et des contenus passionnants. On parlera des symptômes vestibulaires avec le docteur Elisabeth Leroux du Canada. On parlera de la recherche avec le docteur Lucas. Et on parlera aussi de la méditation du sommeil et de la migraine avec le professeur Stephen Lorace, qui est un grand spécialiste international des états de conscience et notamment de la migraine. Donc franchement, je pense que l'affiche est très intéressante et j'en profite pour remercier, pour l'instant, il n'y a que le docteur Lucas, les spécialistes qui participent, il faut le souligner, bénévolement. On rembourse leurs frais de transport, mais ils ne sont pas salariés. Et ça, c'est merci infiniment. Il faut préciser, Sabine, que la diffusion se fait en direct sur la chaîne YouTube de l'association. Et on retrouve le lien sur nos réseaux sociaux et sur la page dédiée du site. C'est gratuit. Il n'y a pas d'inscription. C'est notre volonté parce que pour nous, l'information ne se paye pas et elle doit être accessible aussi bien aux personnes dans le besoin, et il y en a pas mal de migraineux, qu'aux personnes qui sont capables de se payer les choses. Et puis, il y a aussi l'aspect, tout le monde n'a pas envie de laisser ses données sur une plateforme. Moi, la première, on nous demande notre mail, etc., sur tout et n'importe quoi. Et on a fait le choix de limiter, de rendre le plus accessible possible ces contenus de qualité. En tout cas, merci infiniment et on compte sur vous parce que ça, j'ai oublié de le dire. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire, vous journalistes, c'est grâce à vous que la migraine est mieux prise en compte grâce à vos articles et à vos reportages. Et pour ça, merci infiniment. Merci Sabine. Donc rendez-vous ce samedi à 16 h pour ce 3e sommet francophone de la migraine. Il me reste à tous vous remercier, vous journalistes, de vous être connectés ce matin. Merci à nos intervenants d'avoir été présents et puis aussi à Fanny qui représentait
les migraineux avec Sabine, bien évidemment. Merci à tous. Et puis, effectivement, l'enregistrement de cette conférence de presse sera bientôt disponible, les slides aussi. Angélique, je te passe la main. Non, nous allons vous envoyer effectivement un communiqué de presse qui résume un peu tous les différentes parties de cette conférence de presse et effectivement les slides et l'enregistrement de la conférence. Et le sommet sera bien évidemment à retrouver en replay, puisque la question nous est posée sur le fil de discussion, en lien avec, là encore, le site de l'association La Voix des Migraineux. Et la chaîne. Et la chaîne YouTube. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, docteur Gaulion. Merci infiniment. Merci, au revoir.